Bonjour à tous, je voulais bien sûr remercier Edwin Zakai de cette invitation et vous dire combien je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler donc de cette drôle de choses, donc les INDC dont Jacob a évoqué. Les INDC, ce sont les Intended National Determinate Contribution, en français contribution prévue déterminée au niveau national. C'est le jargon onusien, hein. Ça veut dire simplement que chaque pays fait une contribution où il intègre sa lutte contre l'effet de serre au milieu de ses stratégies de développement. Alors, ce qui est intéressant avec ces INDC, c'est qu'elle constitue d'abord une rupture, que Jacob l'a évoqué, dans la gouvernance du climat. Deuxièmement, je trouve qu'elles sont source d'espoir, à la fois en termes de développement des pays et de lutte contre le changement climatique. Et enfin, en troisième lieu, ce sont des formidables objets de recherche et d'illustration de ce que peut être la planète aujourd'hui. Donc pour bien mesurer cette rupture, je vais partir du cadrage initial de la question climatique. On va faire un peu de retour en arrière pour comprendre pourquoi ces INDC sont si importantes et sur quels principes elles reposent. Et enfin, après, je présenterai quelques illustrations de certaines INDC pour voir ce qu'on peut faire. Alors, d'abord, vous voyez le cadrage de la question climatique. Je vais aller assez vite parce que je pense que vous vous en souvenez. Bien que, en fait, ça a vraiment explosé à Copenhague en 2009 et ça s'est consolidé à Paris l'année dernière. Le cadrage de la question climatique s'est fait sur une optique toute atténuation. À partir du moment où on disait que le problème climatique c'était une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il s'agissait d'atténuer ces gaz. On ne parlait pas en termes d'atténuation ou de réponse technologique. La première définition, il fallait atténuer, donc c'est flux mesuré en tonnes de CO2 équivalent, donc c'est une nouvelle métrique pour mélanger tous les gaz, avec donc une marchandise. Pour les économistes, la question climatique a été traitée comme un problème de pollution, une externalité économique qu'il fallait réduire. Donc il fallait mettre un prix et des droits de propriété. Et puis cette croyance qu'on avait dans les années, certains encore, dans les années 70, 80, 90, souvenez-vous, c'est les époques Thatcher et Reagan. Donc vraiment, cette croyance en l'autorégulation des marchés. C'est-à-dire que on décide que les pays doivent réduire leur gaz à effet de serre et un système de marché va permettre d'atteindre ces objectifs de réduction à moindre coût. C'est ce système cap d'entraide. On fixe un objectif et puis on va donner des allocations. Celui qui aura trop pollué va acheter à celui qui aura moins pollué. Et cette représentation faisait à la fois plaisir aux physiciens, aux scientifiques du climat et aux économistes. Donc on arrive à trois logiques. Donc on détermine un plafond mondial d'émissions qui est possible. Le partage de ce qu'on appelle le partage du fardeau entre les nations. On va partager les droits d'émission. Au départ, on va les partager entre les pays développés. Et enfin, un marché international des quotas. Alors, l'encadrage de la question climatique, c'est un travail que nous avons fait avec plusieurs collègues. Donc, vous devez connaître Annie Dahan, Michel Damian. C'est un numéro spécial de Nature sans Société que je vous présenterai par la suite. Le cadrage de la question climatique s'est fait aussi, et ça c'est très important, inspiré par la science. Le GIEC, vous connaissez, donc le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, a fait que la légitimité des politiques climatiques reposait d'abord sur la légitimité de la science. Et puis il y avait cet autre principe des responsabilités communes mais différenciées. C'est le principe de l'équité. Alors, en développé, c'est le principe de l'équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives eu égard aux contextes nationaux différents. Donc dans un premier temps, les pays du Sud ne sont pas concernés et par la suite, les pays du Sud devraient avoir un traitement différencié. Ça va venir. Et on arrive donc à cet accord multilatéral avec un partage équitable du fardeau sous l'égide de l'ONU. Alors, là, je ne veux pas aller trop vite, parce que, si je suis allée assez vite. La solution globale pour le global. C'est-à-dire que ce cadrage technique de la question climatique n'a pas permis vraiment à la société civile, aux pays, de prendre en charge la question. En quelque sorte, ils ont été dépossédés ou tenus à l'écart de la question climatique. Et moi, je considère qu'on a perdu 20 ans dans le règlement de la question climatique avec ce type de cadrage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas interrogé les particularismes nationaux, on n'a pas interrogé la cause des émissions. On s'est dit, oh là là, c'est embêtant, il y a des émissions, il faut les réduire, mais on n'a pas regardé d'où elles venaient, quels étaient le type d'activités qui soutenaient chaque gaz, par exemple.
on n'a pas interrogé les modes de consommation. Par exemple, il faut savoir que si on introduisait dans un pays comme la France le contenu en carbone de ce qui est importé, on augmenterait de 40% la consommation de carbone moyenne des Français. Hein. En revanche, les Chinois auraient une production de carbone qui baisserait de 30%, puisqu'ils exportent. Je ne sais pas si je suis claire. Si on importait les contenus en carbone des échanges internationaux. On n'interroge pas les émissions individuelles, ça c'est en référence à un article récent de Piketty qui explique que si on prenait les 1% les plus pollueurs du monde, c'est-à-dire les plus riches qui ont plus de 200 tonnes de CO2 équivalent d'émissions par personne, ça pourrait aussi relativiser les choses. La différence entre pays riches et pays pauvres, c'est aussi, est-ce que définir la question par pays, est-ce bien adéquat? On arrive aussi, on ignore aussi la géopolitique et le commerce international, c'est que ce qu'Annie Dahan et Stéphane Hanouk appellent le schisme des réalités. Le commerce international, je tiens à féliciter donc la Belgique pour son refus du CETA, grâce à elle, on va y arriver. Voilà, mais ça c'est un exemple par exemple. Le CETA, une des oppositions au CETA, c'est bien aussi parce que c'est pas climato-compatible, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que c'est pas compatible avec les accords qui sont pris à Paris en termes de réduction des gaz à effet de serre et de maintien à une température en dessous de 2 degrés. Donc une sorte de retard du débat public où vraiment cet objectif carbone exprimé en termes techniques a complètement dépolitisé le débat, alors qu'au contraire, la question du climat aurait pu être une magnifique occasion de remettre en cause le développement de nos sociétés et de nos modes de vie. Bon, donc ça, ce cadrage explose. Hein. En 2007, les pays du Sud imposent le thème de l'adaptation. Je rappelle qu'au début, tout avait été donc, construit sur le thème de l'atténuation. L'adaptation arrive en force. Et à Copenhague, en 2009, ce qu'on a appelé un échec de Copenhague, en fait, c'est le moment où ce cadrage a explosé. Alors, on arrive donc à l'accord de Paris. Et à l'accord de Paris, on va observer ce basculement dont Jacob a déjà parlé. Donc il y a un décloisonnement de la question climatique. Ce qui est important, c'est que juste avant la conférence de Paris, il y avait à New York la réunion des pays de l'ONU sur les objectifs du développement durable, où ils se sont mis d'accord sur les 17 objectifs de développement durable. Donc vous voyez, il y a un élan assez général. L'adaptation est enfin même mise sur le même plan que l'atténuation. Ce qui fait que tous les acteurs et les territoires sont désormais concernés. Et en particulier, on va reconnaître le thème des connaissances traditionnelles. C'est important. Il n'existait absolument pas quand le climat n'était qu'une question d'ingénieur. Enfin, on ne va pas laisser au marché la redistribution des droits et des obligations. Et surtout, on va renationaliser la question et les solutions. Donc, les résultats de l'accord, ça a été qu'on est passé de cette problématique de partage équitable du fardeau à une problématique d'accès équitable à un développement bas carbone pour tous les pays. Le changement est intervenu, un changement important pour la gouvernance de la question climatique. On est passé d'une gouvernance top-down à une gouvernance bottom-up avec la possibilité des coopérations volontaires entre les États. On est passé du pourquoi il faut agir en comment. Et donc il y a trois avancées, et je crois qu'il faut bien les distinguer. Il y a l'accord de Paris, donc cet accord qui fixe certains objectifs, mais surtout pas d'objectifs chiffrés. Hein. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va rester en dessous des 2 degrés, voire des 20,5, mais on ne dit pas à quel volume d'émissions ça correspond, par exemple. Donc l'accord de Paris, et puis l'agenda des solutions qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire c'est une sorte d'appel à la société civile, où sur une plateforme, on va trouver toutes les expériences des grandes villes, des ONG en matière du changement climatique. Donc la société civile reprend la main en quelque sorte. Et puis ces fameux INDC, et j'y arrive enfin. L'accord de Paris. Alors, l'accord de Paris devait être ambitieux, universel et contraignant. C'est-à-dire qu'après la négociation sur les principes politiques, c'est-à-dire tous les pays se mettent d'accord pour lutter contre le changement climatique, on va négocier sur les moyens mis en œuvre. Et Jacob va commencer vraiment à exposer parce que c'est là où est le cœur du problème. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sanction, sinon personne s'ignorait. Hein. Mais il y a un système souple de promesses et de vérification. Hein. Ce système de mesures, rapports et vérifications, là, le MRV, qui est censé assurer la transparence de l'action et du financement. Et c'est censé renforcer la confiance. Hein.
Donc pas d'objectif chiffré, à part les 2 degrés. Les 100 milliards qui sont promis chaque année pour aider les pays du Sud à lutter, à se mettre aux normes, disons, n'apparaît pas dans l'accord de Paris, il apparaît dans les propos préliminaires. Alors allons-y pour les INDC. Ben, les INDC, donc c'est un nouveau mode de gouvernance internationale. Déjà à Lima, donc à Copenhague on en avait parlé, mais à Lima, donc les pays s'engagent. Lima, c'est la COP20, donc c'est en décembre 2014. Hein. Les pays s'engagent à des contributions, des engagements de réduction des émissions qui sont compatibles. Pour une fois, on leur demande quelque chose qui est compatible avec leur stratégie de développement afin de limiter le réchauffement de la planète. Hein. Donc on sort de la question du partage du fardeau, on l'a vu, mais on présente des besoins de coopération pour être plus ambitieux. L'ambition, c'est vraiment un mot-clé. Hein. Et on va intégrer au même niveau d'importance, ça va être dans les discussions, l'adaptation, enfin l'atténuation, l'adaptation et la question du financement. C'est-à-dire que maintenant, on joue sur 3 types de discussions. Alors, ces INDC, ça a été un succès, on n'y croyait pas, hein, là. Aujourd'hui, on est à 191 sur 196 contributions. Alors, je vais vous dénoncer ceux qui n'ont pas rendu leur copie. Hein. Je vais les dénoncer, normalement, je les connais par cœur. Hein. Nous avons la Libye et la Syrie. Bon, ils ont des excuses. L'Ouzbékistan, le Nicaragua et le Timor oriental. Un scoop, la Corée du Nord vient de déposer son INDC le 7 octobre dernier. Il y a 15 jours, même pas. Donc un succès tout à fait étonnant pour quelque chose de l'ONU. On peut s'en féliciter. Alors ces INDC, qu'est-ce que c'est? Moi je les ai étudiés comme des reflets, des miroirs de la personnalité de chaque pays. C'est-à-dire que sous les INDC, on va retrouver la politique d'un pays, son ambition, la façon dont il est plus ou moins arrogant sur la scène internationale, ou au contraire modeste, si son INDC a été fait à la chaîne par les mêmes comités, par les mêmes sociétés de consulting, etc., etc. Donc on va retrouver ces identités culturelles des pays, hein, leur relation avec la nature, leur stratégie géopolitique et économique. Et puis il y a une dimension politique, on va voir qu'il y a des conflits de normes, ils ne sont pas forcément d'accord. Un pays qui a beaucoup de charbon, il ne va pas laisser passer son charbon, un qui n'en a pas, évidemment, c'est facile. Et l'acceptabilité de certaines options, par exemple le nucléaire, ça va être l'option qui va être assez clivante. Bon. Ils vont parler aussi, donc ça va dépendre de leur réserve d'énergie fossile, des infrastructures qu'ils ont déjà, de leur investissement dans les questions d'inégalité, de pauvreté, d'emploi, parce que ça, on va trouver au sein des INDC des politiques de lutte contre la pauvreté, par exemple. On va trouver des enjeux territoriaux, donc plus proches des modes de vie des citoyens. Enfin, ça va dépendre aussi si les pays consultent ou non leur société civile. Pour la Corée du Nord, je suis pas sûre. Alors, il y a 3 principes. L'INDC repose sur 3 principes. Jacob les a un peu indiqués. Donc, il y a la différenciation. Alors là, c'est ce fameux principe de l'équité, des responsabilités, etc. En anglais, on dit CBDR, RC. C'est réaffirmer. Tout comme est réaffirmer le droit au développement. Et il y a son corollaire, si on affirme mon droit au développement, eh bien on va affirmer mon droit à recevoir l'argent, recevoir l'aide financière internationale. L'ambition, donc ça a été évoqué, donc un mécanisme va être mis en place pour affirmer l'ambition individuelle et collective tous les 5 ans. On va faire un bilan au regard des états des connaissances. Et enfin la transparence. Si vous voulez voir les INDC, moi je vous y encourage, c'est très facile. Vous tapez INDC Convention climat et vous allez avoir les 191 conventions que vous pouvez télécharger comme vous voulez et étudier, c'est vraiment quelque chose. Donc l'idée c'est que quelqu'un qui n'a pas assez d'ambition ou qui raconte des bobards, eh bien on va le nommer name and shame et le fait d'avoir honte, il y aura un cercle vertueux qui va faire que son ambition va s'améliorer. Alors, bon, ça c'est pas très... Ça c'est le principe. Je vais vous présenter maintenant les INDC sur lesquels on a travaillé, c'est-à-dire l'INDC du Brésil, l'INDC de l'Inde et l'INDC du Maroc qui est plus récent. Et puis là, j'ai quand même regardé l'INDC de Corée du Nord parce que j'étais quand même curieuse. Alors, donc vous voyez, chaque pays va donc s'exprimer, va exprimer sa personnalité. Et on peut décrypter dans ces textes les personnalités de ces pays. Par exemple, alors il y a un côté mise en scène qui sera très important. Par exemple, le Brésil,
Pour donner plus d'importance à son INDC, il l'a annoncé par la voix de son ancienne présidente Juma à New York, conférence des Nations Unies sur justement les objectifs du développement durable. L'Inde a choisi de le sortir le 2 octobre, fête nationale de l'anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi. Et au Maroc, il y a eu une conférence nationale présidée par le chef de gouvernement, mais présentation quand même, il y a eu une grande présentation à l'ensemble des parties prenantes de la société marocaine. Je ne sais pas comment ça s'est fait en Belgique, mais je peux dire qu'en France, on n'a pas été convoqué. Hein. Voilà. Alors, le Brésil, bien sûr, ne pouvait pas faire comme l'Inde, dont la contribution porte en exergue une citation des Védas, assis sur le caractère harmonieux de ses relations traditionnelles avec la nature. Donc on cite Gandhi, il y a des références au yoga, on célèbre les vertus écologiques. Bon, évidemment, le Brésil, pays de colonisation, où il y a eu une marche vers l'ouest qui s'est effectuée contre la forêt des populations amérindiennes, il ne va pas parler de la mère nature, bien sûr. Hein. Le Maroc, par contre, va parler de sa civilisation. Il va évoquer les perspectives des droits de la personne et du genre. Il va viser la protection de son patrimoine immatériel et de la conservation des bonnes pratiques ancestrales, affirmant sa vision de préserver son territoire et sa civilisation. Bon, alors là, le Brésil et l'Inde, ce sont des briques, donc ils sont un peu donneurs de leçons. Ils affirment que leurs faibles émissions ne font pas partie du problème, mais qu'ils font que plus que leur part dans la recherche de solutions. Ils insistent sur leur droit à la croissance et mettent les pays développés au défi de faire davantage qu'eux. Ils rappellent aussi qu'ils ont une grande population de pauvres, 300 millions pour l'Inde, et revendiquent donc le principe des responsabilités communes mais différenciées. Mais aucune des contributions ne va signaler les très fortes inégalités sociales internes au pays ou une quelconque politique de redistribution. Et les deux vont dire qu'ils ont déjà réalisé une bonne partie de leurs objectifs annoncés à Copenhague. Et dans les 3 cas, là vous avez le Maroc, alors le Maroc il en a rendu deux. Il en a rendu une en français, une en anglais, il n'en a pas rendu en arabe. Je crois que celle du Qatar est en arabe seulement. La plupart sont en anglais. Alors, par exemple, je vais être un peu plus long pour le Brésil. Donc, il y a beaucoup de... Je vous laisse lire, vraiment, il y a l'autocongratulation. C'est-à-dire que vous croyez lire un texte technique où vous allez avoir des tonnes de carbone évitées, et vous vous trouvez avec notre programme d'agrocarburant est le plus réussi du monde, etc. Voilà. Donc, le Brésil affirme qu'il est déjà une économie de bas carbone, par exemple. Alors, là, on va passer peut-être un peu plus de temps là-dessus pour dire que ce sont des engagements extrêmement différents, extrêmement disparates. Il y a bien sûr la personnalité des pays, mais il y a aussi la façon de présenter les choses. Par exemple, le Brésil va dire je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre de 48%, tout ça c'est pour 2030, par rapport à 2005. Par rapport à 2005, on connaît les émissions du Brésil en 2005. Donc, cette baisse, elle est connue en valeur absolue. On sait à quoi ça représente, ce que ça représente comme effort. D'accord? L'Inde, ça va être tout à fait différent. L'Inde va dire, moi, je vais réduire l'intensité énergétique de 33-35% par rapport à 2005. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour unité de richesse, de PIB, je vais baisser la quantité d'énergie nécessaire. Bon. Ça, c'est formidable. Sauf que, entre-temps, la richesse, le PIB de l'Inde va être multiplié par 3. Donc, pouf, donc on explose. Bon. Les émissions par tête passeront de 1,5 tonnes à 6,5. Pour être dans les clous, il faudrait être à 5 la région. Le Maroc, alors c'est encore autre chose. Le Maroc, lui, il va inventer la traduction, qu'on cherchait tous, de business as usual. Vous la connaissez? En français. Pourquoi? Parce que ce sont des Canadiens qui l'ont aidé à rédiger sa contribution et que les Canadiens défendent la langue française. Donc ils ont trouvé cette expression cours naturel des affaires. Notez-le parce que ça fait bien. Cours naturel des affaires. Donc ça veut dire quoi? Alors eux, ça veut dire qu'ils vont prendre ce qu'ils font maintenant, ils vont continuer la courbe et ce sera en 2030. Bon, ouais, c'est ça, le cours naturel des affaires, business as usual. Bon, alors qu'ils ont déjà commencé à baisser. Bon.
Donc ça, on voit que l'effort qui va être fait ne va pas être très important, d'autant plus qu'il va être lié à une demande d'appui international de 35 milliards. C'est-à-dire que si ils font normal, c'est 13%, si on ne les aide pas. Si on les aide, ils monteront à 45%. La Corée, c'est la même chose. Hein. La Corée dit, ben, nous, on fait des efforts. Alors là aussi, eux, ils disent business as usual, puisque la contribution est en anglais. On va baisser de 8%, mais si la communauté internationale nous aide, la Corée du Nord demande l'aide internationale, 40,25%. Voilà. Donc vous voyez, là, les grandes différences des pays, les grandes différences des façons de ces INDC. Alors, les émissions des grands... Là, c'était juste pour insister sur le fait que l'Inde va être bientôt le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. En 2030, il sera sans doute le deuxième émetteur. Les courbes de l'Europe et des États-Unis descendent, et celle de Chine, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alors, j'essaie d'aller un peu plus vite. Ces INDC sont rangés par grand thème. Là, nous avons par exemple les forêts et l'agriculture. Alors, pour l'Inde, par exemple, ce n'est pas très important, ça fait partie de l'adaptation. En revanche, la forêt et l'agriculture, c'est vraiment le pilier du Brésil. Le Brésil va s'organiser essentiellement avec des propositions de moderniser par la haute technologie son agriculture. Hein, alors les agrocarburants, les biotech, les écosystèmes d'adaptation, etc. Au Maroc, il va y avoir une gestion de l'eau, l'irrigation et les zones conventionnelles. Hein, ça va rentrer. Alors on trouve ça bizarre, est-ce que c'est de l'adaptation, est-ce que c'est une façon de demander des financements? Bref, la gestion de l'eau rentre dans les forêts et l'agriculture. Donc ce qui est très important, vous voyez vite là, entre 2004 et 2014, donc, les émissions du Brésil ont énormément diminué, le camembert est réduit, mais c'était facile en quelque sorte. Il s'agissait de réduire la déforestation. Or, le Brésil, comme il l'a indiqué, a réduit de 80% sa déforestation dans cette période. Mais il n'a fait aucun effort au point de vue pour réduire l'énergie, au point de vue, c'est-à-dire les transports, les bâtiments, l'énergie de façon générale. Donc on voit que là maintenant, comment va-t-il pouvoir, quelles sont ses réserves pour y arriver? Bon, là je vais aller un peu plus vite. Donc c'est restauration, donc voilà, la contribution du Brésil repose essentiellement sur de zéro déforestation, restaurer, reforester, récupérer des millions d'hectares et faire des agrocarburants. Alors le mix énergétique, tous les pays vont dire qu'ils vont arriver en 2030 à environ 45% et un peu plus d'énergie renouvelable. En général, pour le Brésil, ils les ont déjà. Hein. Mais on ne va pas parler du nucléaire ni du pétrole en profond. On n'en parle pas. Pour l'Inde, il y a ce problème de prédominance du charbon. C'est-à-dire qu'actuellement, l'Inde a 60% de son énergie qui vient du charbon. En 2030, il y aura encore 40%. Bon. Et au Maroc, on va avoir l'augmentation, quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est l'augmentation du gaz naturel. Parce que le Maroc vient de découvrir des gisements de gaz pas loin de la frontière algérienne et vient de signer un contrat avec la Russie où elle recevrait du gaz naturel sur une grande plateforme qui desservirait aussi l'Europe à partir du port de Tanger. Le plus impressionnant, c'est sans doute cette slide, c'est sur l'industrie et l'urbanisation. Bon, le Brésil, on l'a vu, il s'occupe essentiellement de son agro-industrie avec ce grand territoire et la production. Vous voyez que l'Inde, c'est vraiment son pilier de l'INDC. Et selon ce que va faire l'Inde, vraiment, d'abord pour l'Inde, ça va changer beaucoup de choses, mais aussi, je pense, pour l'ensemble de la planète. Si vous voyez ce qui est prévu, ça fait partie de l'INDC. Hein. La population de l'Inde va passer de 1,2 à 1,5 milliard en 2030. Ils vont battre la Chine. Bon. La population urbaine va augmenter de presque 300. La population urbaine augmente de 300 millions d'habitants et à peu près l'équivalent de la population urbaine. Bon, évidemment, ce ne sont pas les mêmes qui vont aller en ville, mais ça veut dire que les villes indiennes vont augmenter de 300 millions d'habitants. Bon, il est évident, avec un PIB qui va être multiplié par 3, et donc une demande d'électricité, je n'ai pas calculé, qui va être multipliée par 3 aussi. Donc, là, c'est vraiment, si le virage de l'urbanisation durable est raté, vous voyez que là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour le Maroc, c'est moins
Alors donc, je répète, là j'arrive à la fin, la Brésil a donc des politiques contrastées. Hein. Ces rapports parlent surtout de décarbonation, ils parlent rarement de transition énergétique et on ne trouve pas de remise en cause des modes de production et de consommation. Ça, je pense que c'est malheureusement le cas pour tous les INDC. Donc au Brésil, il y a ce focus sur le Climate Smart Agribusiness et en Inde sur la Climate Smart City. Alors on voit aussi que le Brésil, la contribution du Brésil n'est pas liée à la demande de soutien financier. L'Inde demande de l'aide financière, mais elle chiffre seulement son programme à ces je traduis, 2500 milliards de dollars. Voilà, si je ne me trompe pas. Sinon, ce sont des vacant dreams. Hein, c'est un rêve. Hein, c'est 2 milliards et demi. 2 milliards et demi. Sinon, ce sont des... Je crois que c'est plus. Ouais, mais j'ai plus. Bon, ce sont des vacant dreams. Sinon, ce sont des vacant dreams. Dans les deux cas, on voit le maintien d'un développement inégal à deux vitesses. Hein, ça reste. Et là, ce qui est important, parce que c'est ça qu'on va voir dans chaque INDC, on va voir des pays qui sont en quelque sorte prisonniers de leurs infrastructures, de leur mode de vie, de leur mode de pouvoir, comme le Brésil, qui va rester un grand pays agro-business avec ses bases zéro et beaucoup d'inégalités, et l'Inde, qui est un pays encore à construire. Les limites d'INDC, je vais aller vite parce que Jacob en a déjà parlé, que si on additionne toutes ces contributions, on dépasse 3,5 degrés. Et encore s'il y a la disponibilité des fonds et si tout est fait. Donc, quel est l'enjeu? C'est bien, il va falloir vraiment respecter ces procédures, avoir un accord sur les procédures de révision, et c'est ça qu'on a gagné à l'accord de Paris. Ce qui est contraignant, c'est les procédures de révision, ce ne sont pas les objectifs. Il y a une obligation de moyens et pas de résultat. Bon, alors, est-ce qu'on est à une situation d'addition d'égoïsme nationaux ou est-ce qu'on peut aller au-devant? C'est la question qu'on se pose. Voilà, ma dernière slide, c'est ça. Ça, on l'a déjà vu. Donc là, il y a eu une entrée en vigueur extrêmement rapide qui s'est faite. Et la réussite de l'accord se mesurera, mais ça, Jacob en avait déjà parlé. Donc c'est aux possibilités d'augmenter ces objectifs le plus vite possible. Aux financements qui seront débloqués, aux efforts de recherche et de développement des innovations, pas seulement techniques aussi, hein, de l'innovation sociale, aux questionnements politiques sur les trajectoires de développement durable, et puis en matière de recherche, c'est remettre l'essence du climat dans un rôle critique, hein, c'est mobiliser les sciences humaines et sociales, c'est passer de cette idée de la maîtrise de la nature à la compréhension des dynamiques évolutives. Allez. Voilà, je vous remercie.